Bienvenue sur le podcast Performance Vitale. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dr Héloïse Aymon pour parler de l'évolution des maladies neurodégénératives en lien avec le sport. Bonjour Héloïse, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Oriana. Alors, je suis Dr Héloïse Aymon, je suis neurologue. J'exerce dans un cabinet privé ici à Genève depuis une douzaine d'années maintenant. Et puis j'ai encore des liens avec l'hôpital cantonal et les hôpitaux universitaires de Genève. Je travaille aussi dans des cliniques privées sur demande. Et j'ai des patients avec des pathologies neurologiques ou des questions neurologiques assez variées, à peu près toute la neurologie générale. Ok, super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 thématiques. Donc on va aborder la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et ensuite la sclérose en plaques, qui est une maladie auto-immune, comme vous allez expliquer. Mais elle est assez importante parce qu'on a pu voir qu'il y avait beaucoup de preuves liées au sport avec cette maladie. Et donc un peu pour la prévalence des maladies, pour commencer. Donc l'Alzheimer's, en 2021, il y avait environ 57 millions de personnes dans le monde qui étaient atteintes de cette démence. Parkinson, c'était plus de 8,5 millions de personnes dans le monde. Et la sclérose en plaques, 2,8 millions de personnes dans le monde. Donc c'est vraiment des prévalences énormes. Pour commencer, on va parler de ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait du sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement? Oui, bien sûr. Alors là, on va parler de ce qui se passe chez tout le monde. Il se passe 4 choses au minimum positives quand on fait du sport, qu'on sent intuitivement, mais qui ont un rationnel. Donc d'abord, on déconnecte, ça nous met de bonne humeur. Tout simplement parce que le cerveau se concentre sur la coordination des régions qui s'occupent de l'activité motrice et laisse au repos les régions frontales qui sont des régions indispensables, mais qui sont les régions qui traitent les soucis, qui mettent en place nos décisions qui sont donc des régions qui peuvent générer des complications psychiques ou un inconfort. Donc ça met de bonne humeur, on déconnecte. Ensuite, c'est le corollaire de ça, il y a un réel sentiment de bien-être qui est médié en fait par 2 neurotransmetteurs très importants dont on va reparler après. Le plus important, c'est la dopamine. On connaît tous ce nom, c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans le système de récompense. Et en gros, le sport booste la production de dopamine qui nous donne envie de bouger encore plus, et c'est un effet positif. Et puis l'autre, enfin il y en a probablement d'autres encore, mais l'autre neurotransmetteur important qu'on connaît assez dans le grand public, c'est la sérotonine qui est touché dans les cas de dépression et qui est un neurotransmetteur qui agit dans le circuit du sentiment de bien-être. Troisième effet dans la population générale et chez donc tout le monde, le sport réduit le stress parce qu'il permet de réduire la production du cortisol par le cerveau, qui est une hormone de stress et qui est aussi un des chemins par lesquels il y a une destruction neuronale. Bon. Ensuite, il y a un 4e effet assez clair, c'est que comme pour la protection cardiovasculaire qui est induite par l'activité physique, il y a vraisemblablement quand même une augmentation ou une optimalisation, on va dire, au minimum de la vascularisation cérébrale, comme c'est le cas pour le cœur, ça on le sait depuis toujours. Et bon, ça c'est assez clair. Ensuite, il y a un mécanisme plus hypothétique qu'on aimerait prouver, mais qui pour l'instant est surtout visible dans les modèles non humains. On aimerait croire, enfin vraisemblablement l'activité sportive induit des changements structurels, mais c'est plus discret, ça augmente le volume de la substance grise aux substances blanches, et puis c'est probable que l'activité physique induise un certain degré de neurogénèse, donc de développement du système nerveux ou de réparation par le biais de certains facteurs de croissance. On parle beaucoup du BDNF. Il faut un peu moduler, c'est probablement plutôt un facteur qui a un rôle dans la réparation plus que dans la jeunesse pure, mais en tout cas maintenant c'est assez joliment prouvé que quand on fait du sport, on produit du lactate dans les muscles, c'est ce qui fait mal aux jambes quand on a trop forcé, mais la production de lactate active la production de ce BDNF. Et lui, sur les modèles animaux en tout cas, on sait qu'il peut permettre une restauration du tissu cérébral. Voilà. Et puis globalement, sur le plan cognitif, c'est totalement avéré qu'une activité physique régulière va permettre une meilleure concentration. Donc ça, c'est chez tout le monde et ça va se retrouver chez les patients aussi.
Ok, super. Donc plein de bénéfices. Ah oui, c'est liés à clair. l'activité sportive. Et ça, on le sent nous-mêmes. Hein. Et donc, il y a tout un ratio derrière. Ça, c'est super. Et maintenant qu'on a un peu détaillé l'impact du sport sur la santé en général, on va se focaliser de l'impact que le sport peut avoir dans le traitement des maladies neurodégénératives. Et donc, la première maladie qu'on va aborder est la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait que c'est la forme de démence la plus fréquente. Quelle est brièvement la cause de la maladie au niveau cérébral ? Oui, alors c'est clairement la plus fréquente. C'est une maladie liée à l'âge, liée au vieillissement cérébral. Il y a deux grands mécanismes connus de dégénérescence directe qui sont liés à l'accumulation anormale de protéines dans le cerveau. La première, c'est la protéine A-bêta-42 amyloïde qui s'accumule en plaques, hein, on appelle ça les plaques amyloïdes, dans le tissu cérébral. Et puis l'autre protéine dont on parle un peu moins mais qui est au moins aussi importante pour la dégénérescence, c'est la protéine tau qui elle va s'accumuler directement dans les neurones et induire une dégénérescence qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire. Et le problème principal, c'est que certaines régions du cerveau sont plus sensibles à cette accumulation anormale que d'autres, et notamment les zones de la mémoire. Okay. C'est ça qui donne le gros des symptômes. Il y a aussi un facteur génétique, mais qui est nettement à l'arrière-plan. Et puis, de façon plus globale, alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, la sédentarité, sont des facteurs de vieillissement connus qui se rajoutent aux facteurs propres à la maladie d'Alzheimer pour produire cette dégénérescence et donner les symptômes cognitifs qu'on connaît. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a aussi, vous ne l'avez pas noté, mais les neurones à l'acétylcholine qui se dégradent plus rapidement chez les personnes Oui, c'est vrai. C'est devenu un peu à l'arrière-plan, à vrai dire, mais c'est plutôt une conséquence. Okay. C'était une des pistes, et c'est d'ailleurs la piste qui ont suivi les premiers développements thérapeutiques. Ça reste un facteur valable, mais qui est plutôt corollaire. Malheureusement, c'est pas le processus de vieillissement principal, ça. Okay. Oui. Okay. C'est pour ça que nos traitements actuels sont peu efficaces. Ok, je vois. Et alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le rôle de l'activité physique dans la prévention ou le ralentissement de cette maladie ? Alors, la chose évidente qui va avec ce qu'on a dit avant, c'est que le sport va réduire les facteurs de risque cardiovasculaire et donc réduire ces facteurs corollaires qui ne sont pas directement le processus Alzheimer, mais qui concourent au vieillissement. Donc, rien qu'à ce titre-là, les patients Alzheimer doivent bouger. Ensuite, de nouveau dans la lignée de ce qu'on a dit au début, ça augmente le sentiment de bien-être. C'est valable pour les patients Alzheimer et c'est même à pousser. La troisième chose, elle est plus hypothétique. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les modèles de souris. C'est qu'il y a vraisemblablement, mais le degré est possiblement plus modeste que ce qu'on espérerait, un effet positif de l'activité physique sur la stimulation de la neurogenèse ou sur la diminution des processus inflammatoires qui accompagnent cette accumulation de protéines anormales A-bêta-42 et tau. Là, ça reste encore modestement compris, mais il y a beaucoup d'espoir, évidemment. Ok, super. Et donc, est-ce que le sport il va agir directement sur les dépôts de protéines bêta-amyloïdes, la vascularisation cérébrale et d'autres éléments ? Donc, effectivement, là, c'est encore modeste et pas tout à fait bien compris. Il y a des études, il y a pas mal d'études qui sortent et qui colligent beaucoup de petites études. On ne peut pas dire qu'il y a une corrélation tout à fait nette entre l'activité physique et l'expression de ces protéines, enfin, A-bêta-42 amyloïdes, parce que tau, c'est vraiment peu étudié. Dans le sang, dans le liquide céphalorachidien, vraisemblablement, il y a quand même un lien qui se dessine. Ok. Voilà. Et donc, par rapport aux symptômes, quels sont les symptômes les plus positivement influencés par... Alors, le moral ou l'humeur en premier, par ce sentiment de bien-être, des connexions. Ensuite, la concentration. Donc là, ça rejoint l'effet dans la population générale. Et puis, il y a un effet tout à fait positif sur des fonctions particulières qu'on appelle fonctions exécutives. Donc, ce sont les fonctions d'aboutissement décisionnel. Ce sont les fonctions qui nous permettent de hiérarchiser les priorités, d'arriver à être un peu flexible ou adaptable. Et donc là, il y a un effet positif de l'activité physique. Et l'effet direct sur la mémoire pure, ça c'est plus modeste. Ça vient un peu en dernier. Ok, je vois.
Et est-ce que vous avez des exemples marquants avec vos patients liés à l'activité sportive par rapport à ces maladies? Alors, bon, moi, je ne fais pas de la prospection, donc peut-être qu'on devrait en cabinet, mais disons, je n'ai pas des patients que je suis qui n'ont rien et que je pousse à bouger et voir combien de temps ça tiendrait. Par contre, j'ai des exemples de patients atteints, parfois sévèrement, où le maintien ou la reprise d'une activité physique, c'est souvent par le biais de la physiothérapie à ce moment-là, a donné un effet global positif sur l'humeur ou l'angoisse ou l'agitation qui accompagne les troubles cognitifs. Et ça, c'est un effet qui se voit en quelques semaines de physio hebdomadaire. Ça vaut vraiment la peine de les faire bouger. En général, je passe par de la physio et je mets l'accent sur la marche parce que la marche peut être un peu touchée à un moment donné, directement ou par d'autres facteurs, et c'est une manière d'entrer en matière et qui est positive dans, je dirais 6 à 8 semaines. Et alors en général, il y a une sorte de bienfait global qui est tout à fait perçu par le patient, qui ne rechigne pas à continuer une fois que c'est mis en route. Ouais. Donc on voit des bienfaits sur le moral et sur la qualité de vie en fait surtout. Oui, honnêtement, ça c'est clair. Mais rien qu'à ce titre-là, ça vaut la peine. Ouais, c'est sûr. Ça retentit positivement sur le reste de la famille, enfin, ça rythme la semaine, tous ces corollaires-là qui sont positifs aussi. Et je pense que j'avais oublié de le dire au début, mais les 3 maladies dont on parle, pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif. Donc le sport, ça va être un traitement qui va améliorer la qualité de vie, enfin qui va complémenter le traitement. Oui, tout à fait. Alors on modulera parce que la maladie d'Alzheimer, c'est particulièrement décevant. Les traitements, on sait, même si on n'en finit pas d'attendre des nouveautés. Mais effectivement, le sport est une ligne de traitement qui est pour la maladie d'Alzheimer finalement assez au même niveau que ce qu'on peut proposer comme médicament à disposition pour l'instant. Oui. Donc oui, on a dit quelques semaines pour voir les effets positifs. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à l'Alzheimer's? Oui, en fait, je reviendrai un peu sur cette histoire de prévention parce que je pense qu'il faut garder un message positif dans la mesure où il y a eu des études décevantes dont on a parfois beaucoup parlé, qui ont été des études prospectives, donc des suivis de patients sur entre 2 et 10 ans qu'on incitait à bouger, mais sans bouger avec eux, enfin sans contrôler ce qu'ils faisaient, si je peux résumer. Qui n'ont pas donné des résultats positifs quant au fait qu'une incitation à l'activité physique suffisait à prévenir le développement de troubles cognitifs liés à une maladie d'Alzheimer. Il y a une étude en particulier nordique où là, les patients ont été non seulement incités, mais enfin, ils participaient à des groupes et donc leur activité physique était contrôlée. Et l'étude a porté sur 10 ans minimum avec un suivi plus lent jusqu'à 15 ans. Et puis, il y a eu des tas de petites sous-études qui ont découlé de celle-là. Et là, c'est positif. Voilà, tant sur le plan purement clinique que paraclinique avec les examens complémentaires. Donc, je pense qu'on a insisté sur le message préventif et donc faire bouger nos patients. C'est vrai qu'il faut toujours faire attention à la qualité des études qu'on regarde, si elles étaient oui, elles ont souvent été trop courtes ou juste incitatives en fait. Donc c'est intéressant à souligner ça. Donc voilà, super pour la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va passer à la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui est liée à une perte progressive de neurones dopaminergiques. Et le traitement principal est la levopoda, qui vise à restaurer la dopamine. Et le sport stimule aussi naturellement la libération de dopamine. Est-ce pour cela que le sport améliore les symptômes? Oui, tu fais la question et la réponse, c'est top. Alors effectivement, ça c'est la partie la plus passionnante parce que là le lien est direct, super bien prouvé maintenant. Donc effectivement, c'est une maladie neurodégénérative qui est liée à la diminution de la production de dopamine et puis le lien positif entre sport et Parkinson, c'est médié par cette fameuse dopamine. Donc il y a de très belles études rétrospectives ou des méta-analyses, donc des études d'études qui sont sorties ces dernières 5 voire 10 ans en fait, mais enfin c'est vraiment tangible les 5 dernières années, qui confirment le fait que l'activité physique
stimule la production de dopamine dans tous les sites de production du cerveau, enfin essentiellement les noyaux gris centraux, donc en profondeur dans le cerveau et dans ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et ça se voit dans des examens radiologiques spécifiques où on peut tracer la dopamine. L'avantage de la dopamine par rapport au processus Alzheimer, c'est qu'elle est bien traçable. Et donc ça a permis de faire des belles corrélations. Oui, tout à fait. Mais donc, je pense que c'est important de souligner que vous disiez que parmi les 3 maladies, le sport, pour le Parkinson, c'était la meilleure. Les 3 maladies, c'était la meilleure qui avait le plus de preuves, on va dire. Oui, par le biais de cette histoire de dopamine, ouais. Tout à fait. Oui. Ok, ouais. Et donc, le sport et la lévopodase sont complémentaires dans la prise en charge, selon vous? Oui, donc voilà, j'ai l'air tout à fait enthousiaste, mais effectivement, il faut un tout petit peu moduler. C'est quand même une maladie dégénérative, progressive, donc on va avoir besoin de lévodopa à un moment donné dans le traitement des patients, ou de médicaments qui stimulent un peu chimiquement la production et l'utilisation de la dopamine. Mais je vois apparaître dans ma patientèle vraiment un sous-groupe de patients pour lequel le maintien d'une activité sportive, voire l'augmentation de l'activité physique, ont clairement permis de retarder l'introduction des médicaments ou de garder des faibles posologies. Okay. Ouais. Ça, c'est vraiment une évolution et ça se retrouve dans les congrès. Tout à coup, on est tous, nous, neurologues, incités à faire bouger nos patients parkinsoniens, ce qui n'était pas du tout un message qu'on entendait il y a encore 2 ou 3 ans. Ah, wow, ok. Ouais. Ah, c'est super que ça avance comme ça. Oui, non, c'est la corrélation entre ta demande et puis ce qu'on entend depuis 1 an, c'est assez fascinant. Ok, ouais, super. Et du coup, quels sont les effets qu'on observe sur les symptômes moteurs comme la rigidité, les tremblements et la lenteur par exemple grâce au sport? En fait, tout type d'activité aura un effet positif. Il y a des études sur les activités en musique et puis des études ou des observations liées aux activités plus classiques type cardio ou des programmes super spécifiques pour la maladie de Parkinson, on va en reparler après. Et en fait, comme pour les médicaments d'ailleurs, c'est le tremblement qui est un peu le symptôme caricatural qui va le moins répondre à l'effet positif du sport, mais c'est la même chose pour les médicaments. Par contre, effectivement, l'équilibre, la rigidité et la lenteur sont les symptômes les mieux améliorés. Ok. Et par rapport aux symptômes non moteurs comme le sommeil, la dépression, les troubles cognitifs, est-ce que ça marche bien? Alors, la dépression, ça marche doublement bien en fait, parce que donc, le sport donne ce sentiment de bien-être dont on a parlé au début. Et chez les patients avec une maladie de Parkinson, il y a souvent des fluctuations du moral qui font directement partie de la maladie ou qui sont une réaction à l'annonce diagnostique et au sentiment tout à fait juste que le patient qu'il y a un truc qui se passe et qui cloche. Et donc là, oui, l'activité physique, c'est la double récompense en fait, parce qu'on sort de cet état au-delà de l'effet que tout le monde ressent. Ensuite, pour la cognition, pour le sommeil, ça rejoint la population générale et c'est une question très spécifique au sommeil, je ne vais pas m'étendre. Et pour la cognition, en principe, dans une maladie de Parkinson classique, il n'y a pas de trouble cognitif au départ où c'est extrêmement discret et c'est du domaine de la concentration ou de la flexibilité et fonction exécutive. Donc oui, on a un effet positif aussi, comme l'effet de la population générale. Ok, ouais. Là, il y a une question qui me vient en tête, dont on en a parlé, mais est-ce que le moment où on instaure le sport dans la maladie, ça va dépendre aussi de la phase de la maladie? Enfin, parce qu'il y a plusieurs phases dans la maladie de Parkinson. Est-ce que ça a un lien aussi? Oui, évidemment, c'est aussi pour ça que maintenant, tout à coup, on nous matraque l'idée qu'il faut faire bouger nos patients. C'est que c'est plus facile de faire bouger quelqu'un au début, c'est assez évident. Même si le début, c'est l'annonce diagnostique, ce qui est un passage délicat, il y a un peu de révolte, etc. Mais c'est vrai qu'on devrait transformer cette révolte, ce fait d'être déçu d'avoir une maladie chronique en quelque chose de positif, en fait. Et ça, c'est aussi à nous de moduler notre message. Après, je pense qu'il n'y a pas de limite, mais ça vaudra une deuxième interview. C'est pas parce qu'on prend de l'âge et qu'on a une annonce diagnostique ou même que nous, on prend en charge un patient qui a déjà une maladie qui évolue depuis 5 ans,
qui doit plus bouger en fait. Voilà, donc là il faut adapter notre message à ses limites, mais le bienfait du sport sera aussi valable dans une phase plus tardive de la maladie de Parkinson. Ça c'est tout à fait clair et je commence à le voir chez les patients aussi. Donc c'est jamais trop tard pour faire du sport durant sa maladie, pour avoir des bienfaits en fait. Non, et pour la majorité des patients ça va passer par le travail des physios. En fait, qui eux peuvent faire le lien entre l'incitation médicale et puis le sport à la fin, dans un monde idéal. Ok, oui. Et pour un peu lier à ça, en fait, est-ce qu'il y a des types d'exercices plus adaptés que d'autres et puis en combien de temps est-ce qu'on peut voir des résultats? Bon, en combien de temps de nouveau, c'est 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Il faut que ça se mette un peu en place, mais les physios sont souvent assez... Enfin, je dis physio parce qu'en fait, je pense que ça passe quand même pas mal par les physios pour les patients qui sont déjà dans une phase un peu plus avancée de la maladie. Mais ça va assez vite, oui. C'est dans le mois et demi qui suit l'instauration d'une activité physique régulière ou d'une physiothérapie régulière que le patient ressent les bénéfices. Et pour la question quel type d'exercice, donc comme je l'ai dit... un peu tout. Les exercices en musique ont leur place parce que ça travaille le rythme qu'on perd aussi dans la maladie de Parkinson. Sinon, c'est cardio, équilibre. Tout ce qui est vraiment pur renforcement, là, c'est un peu moins d'intérêt. Et puis il y a des programmes très spécifiques. Il y a un programme canadien qui s'appelle PD Warrior, qui n'est pas tout neuf en fait, mais qui a fait ses preuves, qui lui est utile par exemple chez des patients qui avaient perdu l'habitude de bouger, qui va peut-être et qui peut plaire à certains patients plus jeunes, mais les patients plus jeunes qui bougent déjà, qui font du sport, trouvent peut-être que c'est en dessous de leurs attentes. Mais par contre, pour un patient qui bougeait peu ou qui est plus avancé, là c'est ciblé et c'est très positif à appliquer. Ok, super. Et donc, vous avez des exemples avec vos patients un peu Oui, j'en ai... alors, avec un effet, y compris sur le fait de retarder ou diminuer le traitement, enfin pas diminuer le traitement, mais rester à des posologies de traitement assez basses, oui, j'en ai plusieurs en tête. Clairement, ce sont des patients qui ont une moyenne d'âge de 60-65 ans. Ce sont pas tous des gros sportifs au départ, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y en a qui dans la révolte de l'annonce, comme je disais, se sont mis à bouger, ont lu des choses, et finalement c'est moi qui ai dû les suivre et puis et les féliciter maintenant qu'on entend tout ça dans les congrès sans arrêt. Donc oui, non, c'est une tendance qui est bien là et j'espère qu'il va augmenter dans les années qui viennent. Ok, super. Et peut-être c'est important de souligner aussi que l'intérêt de diminuer la posologie, c'est parce que le traitement il a des effets secondaires à la longue quand on... Oui et non. Hein. Alors, c'est vrai que tout traitement a des effets secondaires, il ne faut pas se leurrer. Les traitements anti-parkinsoniens en ont. En même temps, mon but n'est pas de sous-traiter mes patients. Oui, non, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'on a appris à une période qu'il fallait ne pas aller trop vite dans le fait de donner de la lévodopa. On module cette affirmation maintenant. Ah oui, okay. Mais disons, c'est une autre ligne de traitement qui mérite d'être poussée jusqu'au bout, parce que, à condition de protéger les articulations et le système cardiovasculaire du patient, on va pas le mettre en danger d'avoir des problèmes en faisant du sport. C'est une ligne thérapeutique qui a vraiment son rationnel dans la maladie de Parkinson et qu'il faut pousser. Okay, c'est plutôt ça. Ok, super. Sinon, on avait appris comme quoi il y avait des effets à long terme de la lévopoda. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on donne de la dopamine au cerveau, finalement, le cerveau finit par se reposer sur ce qu'on lui donne, et puis je vais hyper schématiser, il en veut toujours plus. Et donc après, petit à petit, on doit augmenter les doses, et on n'arrive pas à faire aussi bien que la nature, qui normalement produit de la dopamine un peu en continu. Donc nous, on donne des comprimés tous les X heures, ou d'autres systèmes d'administration, mais on ne fait jamais aussi bien que la nature. Donc le patient peut commencer à ressentir des fluctuations de son état moteur ou même non moteur en fonction de où il en est dans la dose, etc. Et puis effectivement, je voudrais bien terminer sur un truc positif, mais c'est vrai que ça reste une maladie chronique où il va falloir qu'on ait besoin des médicaments, et puis c'est pas tout rose. Mais
Mais la médiation de la dopamine dans le lien entre le sport et cette maladie-là est assez fascinante et mérite d'être largement soulignée. Ok, wow. Bah, là, c'est très positif pour la suite. Voilà. Super. Est-ce que vous avez fait le tour par rapport au Parkinson? Oui, je crois. Ok, super. Donc, on va passer à la troisième maladie, qui est la sclérose en plaques. Et comme va nous l'expliquer Héloïse, ce n'est pas une maladie neurodégénérative, mais auto-immune. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement comment cette maladie se manifeste et quelle est la cause et puis, Oui, donc c'est un processus très différent. C'est une maladie fréquente dont on parle encore et toujours beaucoup. On en parlait beaucoup parce qu'elle touche des patients jeunes. Et donc dans l'imaginaire public, ça reste une maladie avec une couleur très négative. Ça a quand même totalement changé depuis la fin des années 90 avec l'arrivée de traitements qui freinent le processus auto-immun. Donc c'est une maladie auto-immune qui se déclare parce que dans le cerveau et la moelle épinière se produisent des zones d'inflammation qui touchent la gaine qui entoure les neurones ou les axes qui s'appellent la myéline. Ça donne des symptômes focaux qui dépendent de là où se met l'inflammation dans le cerveau, dans la moelle épinière. Et donc ce sont essentiellement des symptômes visuels ou des pertes de force d'un membre ou une atteinte de la sensibilité d'un membre ou une atteinte de la coordination. Pour les symptômes les plus fréquents. Et ça évolue par poussée, donc on fait une inflammation et ça donne des symptômes, et puis l'inflammation se calme en partie elle-même, mais on peut regarder des séquelles, et puis plus les poussées s'accumulent, plus on risque d'avoir des séquelles. Alors, on a parlé d'activité physique dans la sclérose en plaques avant les autres maladies neurologiques. Parce que ces nouveaux traitements sont arrivés il y a donc maintenant 30 ans et que tout à coup on s'est remis à se dire que ces patients pouvaient et devaient bouger. Et puis aussi parce que ce sont des patients jeunes qui, dans l'imaginaire collectif, sont à un âge où ils doivent bouger en fait. Donc le principe de l'activité physique est arrivé peut-être plus tôt que dans d'autres maladies neurologiques. Et comme on avait des nouvelles lignes de traitement, que ça a changé complètement l'évolution de ces patients et ça, évidemment, c'est très heureux. Tout à coup, ça a augmenté les possibilités de bouger. Après, 25 ans plus tard, c'est un petit peu décevant dans les études. En fait, malgré qu'il y avait des incitatifs assez clairs depuis plus de 20 ans, les études dans la vraie vie montrent que ces patients ne bougent toujours pas assez, alors même que leur évolution est bien plus positive que ce que c'était dans le siècle passé. Et donc c'est probablement que ça vient un peu de nous, qui ne les incitons toujours pas assez à bouger ou qui ne délivrons pas le message tout à fait comme on pourrait le faire. Cela dit, les patients avec une sclérose en plaques vont globalement tous mieux qu'avant parce que les traitements se sont complètement... ça a explosé, oui, les traitements sont améliorés. Alors, comme chez tout le monde, l'activité physique va augmenter la mobilité, augmenter la qualité de vie, le sentiment de bien-être. On n'a pas d'évidence que l'activité physique a une activité vraiment anti-inflammatoire. Il y a des études très larges avec des grosses cohortes où il y a un effet statistiquement positif entre l'activité physique et la diminution du nombre de poussées inflammatoires. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Ça, c'est pas plus détaillé que ça. Ok. Et je voulais juste souligner que le traitement actuel, c'est des immunomodulateurs comme les interférons ou des immunosuppresseurs. Oui, c'est juste. Les interférons, c'était les premiers. Donc ça, c'était fin des années 90. C'est ça qui a révolutionné la prise en charge et l'évolution de nos patients. Depuis lors, il y a d'autres traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs qui sont sortis et qui maintenant nous poussent à être assez exigeants. En fait, on a vraiment des outils pour mettre la maladie au tapis, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de signes d'activité inflammatoire, plus de poussée. Au contrôle IRM, plus de nouvelles tâches inflammatoires qui apparaîtraient même sans donner de symptômes. C'est un peu ce qu'on vise. Et donc ce sont des patients qui, s'ils sont traités tôt, continuent à travailler, à faire toutes les activités habituelles, mais pour bon nombre d'entre eux, même gardent quand même une sorte de fatigue
qui a un des symptômes qui, paradoxalement, répond quand même à l'activité physique, à condition qu'elle soit bien organisée sur la semaine. Ok, oui. Donc, est-ce que c'est un des symptômes qui répond le mieux à l'activité physique? Oui. Ok. Oui. En deuxième lieu, il y a l'équilibre. Pour les patients qui ont une atteinte de l'équilibre, là, clairement, une activité physique, médiée ou pas par la physiothérapie, va aider. Et puis, chez les patients qui ont une atteinte motrice, une perte de force, souvent, il reste après une sorte de raideur qu'on appelle spasticité, qui peut être très inconfortable. Et là, oui, l'activité physique ou la physio exerce un effet positif. Ok, super. Comment est-ce qu'on peut adapter l'activité physique pour éviter une surcharge et existe-t-il des types d'exercices plus adaptés que d'autres et en combien de temps observe-t-on des résultats? Le tempo, c'est à peu près la même chose que les autres, je dirais. Alors, il y a un peu plus d'accent mis sur, justement, là, sur les exercices ou de renforcement, ou d'étirement, ou d'endurance, parce que l'atteinte neurologique est un peu différente que dans les maladies dégénératives. Ça peut être une atteinte plus focale aussi. Sinon, cardio, comme pour tout le reste. Il y a des techniques annexes qui ont été plus explorées dans la sclérose en plaques parce qu'on a fait bouger ces patients depuis plus longtemps, qu'il faut citer. En fait, on parle jamais assez de la marche, tout simplement, et de la marche pas sur un tapis de course là, à l'extérieur, avec un animal de compagnie, parce qu'il y a une stimulation globale encore plus au niveau bien-être, et puis une activité très complète en fait, particulièrement utile pour nos patients neurologiques. Et puis il y a d'autres techniques comme l'hypothérapie par exemple, qui dans la sclérose en plaques, je ne vais pas m'étendre sur les troubles ou les séquelles, mais c'est une approche d'activité physique globale, un peu hors des sentiers battus, mais qui prend de la valeur pour les patients avec la sclérose en plaques. Et alors il y a une autre chose qui est liée en fait au l'âge plus jeune de ces patients, c'est que ce sont des patients qui vont plus à la salle de fitness, plus spontanément qu'un patient plus âgé avec une autre maladie neurologique, et qui après rapportent spontanément dans la consultation que depuis qu'ils ont repris le fitness régulièrement, ils sentent moins cette fatigue chronique neurologique très particulière de la sclérose en plaques. Donc ça, c'est un effet positif à mettre en lumière et puis à transmettre à tous les autres patients. Donc le renforcement musculaire est aussi bénéfique. Et pour les autres maladies comme Parkinson, Alzheimer, le renforcement musculaire, on le préconise aussi ou pas forcément? C'est moins clair. Oui, probablement que là, c'est le pur renforcement a un petit peu moins de valeur. Oui, parce qu'il y a moins souvent une atteinte focale, motrice pure, et puis pas par le même système neurologique que les atteintes de la sclérose en plaques. Donc ce serait plutôt du cardio en fait pour les autres. Oui, cardio pour tout le monde. Voilà. Cardio pour tout le monde. Mais ça peut rester de la marche ou de la course lente ou... Ah bien sûr, oui, j'en ai peut-être pas assez parlé au début, mais la marche c'est le meilleur sport. On a été construit pour marcher. Oui, bien sûr. Ok. Parce qu'en fait, parfois, les gens ne veulent pas forcément courir, donc la marche... Oui, mais c'est à nous de les sentir, nos patients, c'est sûr. Oui. C'est aussi à nous de leur donner un exemple qui va leur convenir. Ça ne sert à rien de braquer quelqu'un en parlant de la salle de fitness s'il n'a jamais mis les pieds et que ça lui fait horreur. Non, effectivement. Toujours s'adapter en fait. Oui. Et donc avec vos patients de sclérose en plaques, vous avez aussi des exemples qui fonctionnent bien Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est vrai que... moi je fais partie, j'ai la chance entre guillemets de faire partie de cette génération de neurologues qui n'ont pas connu la sclérose en plaques sans traitement. Et donc je commence à récolter les fruits du fait que c'est plus facile d'aborder la question de maintenir une activité physique parce qu'ils vont mieux. Et comme je le disais, dans les patients plus jeunes, ils ont gardé leurs habitudes ou ils ont renforcé l'habitude d'aller à la salle et puis en fait ça fait une petite ligne thérapeutique supplémentaire effectivement. C'est super. Et donc là, est-ce que vous avez fait un peu le tour pour ce que vous aviez à dire sur la sclérose en plaques? Oui. Ok. Alors maintenant pour un peu parler de la clinique, est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour chaque maladie en matière d'activité physique, fréquence, durée ou intensité? On en a déjà un petit peu parlé, il n'y a rien d'autre à ajouter ou peut-être que si? Non, alors oui, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc,
Il y a une recommandation de faire 150 minutes d'exercice physique par semaine. Ça paraît rien pour certains, ça paraît énorme pour d'autres. Donc si on arrive à inciter, accompagner nos patients pour qu'ils arrivent à ça, c'est déjà bien. On a un travail d'apprentissage, nous les médecins, sur comment délivrer le message, en fait. Et ça, c'est assez fascinant. Ça change la consultation. Ça prend un peu de temps de persuader un patient, de trouver des exemples, de peut-être vite chercher sur Internet avec lui où il peut avoir accès à quelque chose proche de chez lui. Mais je pense que ça fait partie de notre travail. Ok, oui. Et quand on dit activité physique, c'est même monter les escaliers, faire du jardinage, marcher? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a intérêt à faire sortir les patients de chez eux, ceux qui peuvent. Sinon, il faut mettre de la physiothérapie à domicile, mais c'est encore un autre sujet. Parce que donc, l'activité physique à l'intérieur de la maison ne compte pas pour rien, mais c'est quand même faible par rapport à tout ce qui peut se faire en extérieur. Mais bien sûr, alors moi, quand je prescris de la physio et que je mets marche, je donne des exemples et je parle chaque fois des escaliers, c'est très clair, mais les physios savent ça. Ok, ouais. Et donc, bien sûr, on adapte selon les stades de la maladie. Et c'est le physio qui va faire ça en fait. Oui. Ok. Oui. Et donc vous avez observé des différences concrètes entre les patients actifs et sédentaires et leur qualité de vie, le moral, comme on a dit avant. Oui. Ok. Donc c'est plutôt encourageant. Et est-ce qu'il y a des freins par contre à la mise en mouvement des patients? Ils ont des peurs Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vaudrait presque une autre interview et puis avec quelqu'un plus du domaine de la sociologie. Donc il y a des gros biais de pensée dans la population générale qui font qu'à un certain âge, on bouge moins ou on doit moins bouger ou on n'a plus l'âge pour bouger. Donc il y a des limites physiques, je ne vais pas dire que c'est faux. On a mal aux articulations, on peut avoir un problème cardiovasculaire. Donc bien sûr, il faut qu'on compose avec ça. Nos patients sont des patients qui sont souvent polymorbides, ils n'ont pas qu'une maladie neurologique malheureusement. Mais on doit quand même moduler notre message pour passer au-dessus de cette idée. Et comme je disais, moi j'essaie de m'impliquer davantage, ça prend un peu de temps, mais il faut donner des exemples, lister un peu des activités, mettre l'entourage à contribution, proposer des journées d'essai. Moi quand je reçois des flyers pour la rythmique ou pour un cours de gym, je les mets dans la salle d'attente, les flyers partent tous. Alors après, je sais pas jusqu'où vont les patients, mais en tout cas, ils prennent le petit feuillet, donc c'est déjà bien. Oui, trouver quelque chose qui soit proche, facile d'accès. Et puis, il faut parfois donner des exemples très concrets qu'on connaît autour de nous ou d'autres patients, tout en respectant le secret évidemment, mais pour stimuler un peu. Exactement. Oui. Moi, j'avais vu un article comme quoi le vélo c'était bien pour la prévention de l'arthrose pour les genoux. Oui. Donc en fait, peut-être que s'ils bougeaient un peu plus, ils auraient moins mal aux articulations aussi. Oui, le vélo soulage, ne met pas les articulations en contribution et puis permet de renforcer les quadriceps. Oui, donc tout à fait. Après, le vélo, après ils vont dire qu'ils ont peur de la circulation, mais peut-être que le physio peut les remettre un peu sur un vélo statique pour commencer et voir. En fait, il faut aller dans le sens du patient. S'il n'a jamais aimé le vélo, c'est pas la peine. Mais en discutant un peu, on arrive. Ok. Et sinon, gros travail des physios, quand même. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la mise en place d'une activité physique pour ces patients, des fois, ou pas? Alors, purement neurologique, non. Non. Et c'est peut-être nous qui n'avons pas le courage d'aborder le sujet. Mais non, il n'y a pas de contre-indication purement neurologique. Les contre-indications seraient cardiovasculaires ou articulaires. Et alors là, ça dépasse un peu l'interview d'aujourd'hui. Mais ouais, c'est vrai. Non, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire passer le message. Ok. Donc, pour conclure, je pense qu'on a fait un peu le tour. Le message de fin, pour vous, c'est quoi le message de fin? Bouger. Bouger, ok. Super, alors merci infiniment pour votre temps. Merci, c'était une très bonne idée. C'était totalement dans l'air du temps. Parfait alors. Et alors, dans le monde où on vit, je voulais dire aussi que c'est très important, vu qu'on vit de plus en plus longtemps, de toujours continuer à faire du sport et que ça a plein de bienfaits, que ce soit sur le mental ou le corps. Donc voilà, le podcast est déjà terminé et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci pour l'écoute. Bonne journée.